Bonjour, vous m'avez demandé de vous dire quelques mots de ce petit article de recherche que je viens de publier dans European Physical Journal et qui est à propos de la courbure de l'univers, ou plus exactement de ses conséquences quant à l'origine de notre cosmos. Alors la question est relativement simple. Depuis très longtemps, depuis la relativité générale, depuis la grande théorie d'Einstein, on sait que la présence de masse, d'objets, de corps, d'énergie en réalité dans l'espace va induire une courbure de celui-ci. Pour le dire comme John Wheeler, les objets disent à l'espace comment se courber et en retour, l'espace courbe dit aux masses ce que sont les trajectoires, ce qu'on nomme les géodésiques, qu'elles vont pouvoir suivre. Alors bien sûr, on sait que les trous noirs, les étoiles, les planètes, les galaxies vont courber l'espace autour d'elles. Mais la question fondamentale que l'on peut aussi se poser dans le cadre de la cosmologie, c'est-à-dire de la science de l'univers, c'est celle d'une courbure, non pas locale, mais globale, de l'espace qui constitue notre monde. Alors attention, soyons un peu pointilleux, l'espace-temps est courbe, ça c'est sûr et bien connu. La question, ce n'est pas la courbure de l'espace-temps, c'est vraiment la courbure de l'espace en tant que tel, ce qu'on appelle en physique les trois sections spatiales. Alors c'est une question un peu difficile, parce que l'univers semble très plat. Alors attention, plat, ça ne signifie pas aplati comme une crêpe, d'accord? Plat, ça signifie euclidien, c'est-à-dire conforme à la géométrie que nous avons appris quand nous étions écoliers, vous savez, ce monde où la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, où la circonférence d'un cercle est égale à 2 pi fois son rayon. Mais ça, c'est un cas très particulier, parce qu'en général, l'espace dans lequel nous nous trouvons pourrait être en quelque sorte affecté par une courbure intrinsèque qui serait très différente de celle de la géométrie euclidienne. C'est délicat de mesurer la courbure de l'univers parce que quand on regarde de près, n'importe quelle surface semble plate. Prenons un exemple. Si vous regardez l'océan Pacifique, vous voyez tout de suite que la Terre est ronde, parce qu'on voit bien sûr la courbure à grande échelle. Mais si vous prenez une mare, un petit lac de quelques dizaines de mètres carrés, on ne voit pas que la Terre est ronde. Pourquoi? Parce que localement, un verre d'eau semble plat, même un effet local de ménisque qui est beaucoup plus important que la courbure de la Terre. Donc quand on regarde un petit bout d'eau, il est très difficile d'observer la rotondité de la Terre. Pour bien voir celle-ci, il faut scruter une mer ou un océan dont la taille n'est pas très inférieure à la taille de la Terre elle-même. C'est un peu ce qui se passe avec l'univers. Nous voyons seulement une partie de l'univers, ce qu'on appelle l'univers observable. Et il semble qu'au sein de cet univers observable, l'espace soit extrêmement plat. Mais ça ne permet pas de savoir si ça signifie qu'il est exactement plat ou ça signifie qu'en réalité la courbure de l'univers est faible et que par conséquent, comme nous n'en observons qu'une petite partie, alors nous ne sommes pas capables de la déceler. Ce qui est intéressant, c'est que récemment, de nouvelles mesures, ou plus exactement de nouvelles analyses de mesures permises par l'expérience satellitaire Planck, en particulier réalisée récemment par le groupe de Joe Silk, laissent entendre que l'univers pourrait bel et bien être courbe, avec une courbure positive, autrement dit la géométrie d'une sphère, ou plus exactement d'une hypersphère. Alors ça, c'est sujet à caution. Comme souvent en science, quand on parle de choses subtiles, quand on parle non pas des évidences, comme la rotondité de la Terre justement, ou comme le réchauffement climatique, mais quand on parle de choses qui sont en train de se faire, eh bien, il y a débat, il y a incertitude, il y a controverse, il y a argument, contre-argument. Ça dépend de la manière dont on quantifie les probabilités, donc cette question n'est pas résolue. Mais il est possible, dans une certaine vision des choses, de conclure que l'univers pourrait être effectivement courbé positivement et hériter donc d'une géométrie sphérique. Alors soyons clairs, contrairement à l'intuition, ça ne signifie pas que l'univers aurait un centre. Ça ne signifierait pas non plus que l'univers aurait un bord. Ça, c'est un peu compliqué à sentir intuitivement à 3 dimensions, mais on le voit très bien à 2 dimensions. Vous savez, n'est-ce pas, que si on se place à la surface d'une sphère, je dis bien à la surface, pas dans le volume, à 2 dimensions donc, il n'y a pas de centre. Quel point à la surface de la Terre est-il le centre de la Terre? Hormis bien sûr la gare de Perpignan pour Salvador Dali, il n'y a pas
bien évidemment, de centre de la Terre à la surface de celle-ci. De même, où serait le bord de la Terre? Il n'y en a pas. Vous savez bien que si vous marchez ou que vous avancez en bateau le long d'un méridien, par exemple, eh bien jamais vous n'arrivez au bord de la Terre. Donc il n'y a pas de bord, il n'y a pas de centre à la surface d'une sphère, et de la même manière, pour une hypersphère, comme serait notre univers. Il n'en demeure pas moins que s'il était avéré, ce résultat serait très intéressant. D'abord, bien sûr, parce que ça nous dirait quelque chose d'assez fondamental quant à la géométrie du monde que nous habitons, mais également, c'est ce que j'ai démontré dans ce petit article, parce que cela pourrait nous amener à revoir notre vision de l'origine du cosmos. Alors, soyons un peu précis et clairs. Aujourd'hui, l'univers a plusieurs composantes. Il y a d'abord, c'est la plus importante, la constante cosmologique. C'est un fluide un peu mystérieux, pas très bien compris d'ailleurs, lui non plus, mais qui est vraisemblablement à l'origine de l'accélération de l'expansion de l'univers. Bien. Un peu moins important, en termes de densité, il y a la matière, les étoiles, les galaxies, les planètes, et surtout la fameuse et également mystérieuse matière noire. Et puis, un peu moins important encore, il y a le rayonnement, la lumière, si vous voulez au sens large, et cette courbure positive qui serait du même ordre, peut-être même un peu plus importante que la densité de rayonnement. Bien, ça c'est l'état actuel de l'univers tel que nous le comprenons, tel que nous le mesurons, tel que nous le calculons. Mais on peut aussi remonter dans le passé, jouer le jeu, si vous voulez, d'un historien, et essayer de comprendre comment ces différents fluides, ces différentes composantes de l'univers se comportaient de façon relative les unes par rapport aux autres quand on remonte le temps. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que la contribution varie. C'est-à-dire que si je vais dans le passé, si je remonte le fil de l'évolution cosmologique, eh bien la contribution du rayonnement devient de plus en plus importante par rapport à celle de la matière. Alors, si vous voulez comprendre pourquoi, c'est simplement parce que la matière varie comme l'inverse du cube du facteur d'échelle. Ça, c'est un effet simplement de dilution, si vous voulez. Mais le rayonnement varie comme l'inverse de la puissance 4 de la taille de l'univers, parce qu'il y a en plus un effet de redshift, c'est-à-dire que comme le rayonnement est une onde, si vous étirez cette onde, vous baissez son énergie. Bien. Donc quand je remonte dans le passé, c'est ça qu'il faut retenir, la matière croît en densité, mais le rayonnement croît encore plus vite. Et bien qu'il soit aujourd'hui sous-dominant, il y a donc un instant dans l'histoire cosmique où le rayonnement va finir par être plus important que la matière, c'est ce qu'on appelle le moment ou l'ère de l'équilibre. Parfait. Mais qu'en est-il maintenant de ce qui nous intéresse avant tout pour ce petit article, à savoir la courbure? Quand je remonte dans le passé, la courbure, elle croît aussi, mais elle croît très lentement. Elle croît comme la puissance 2 de l'inverse de la taille de l'univers. Non pas 3 comme la matière, ou 4 comme le rayonnement. Donc quand je remonte dans le passé, la contribution relative de la courbure, si vous voulez, est de plus en plus petite, de plus en plus négligeable. Je peux de plus en plus légalement, en quelque sorte, légitimement, le mettre. Alors ça pose une question. Si l'importance de la courbure décroît quand je vais dans le passé, comment se pourrait-il que cette éventuelle courbure positive puisse changer notre compréhension de l'origine de l'univers comme je l'annonçais? Vous voyez, ça sonne un peu comme un paradoxe. Voilà l'origine de la solution. C'est qu'on pense que dans l'univers primordial, il y a eu ce qu'on nomme une phase d'inflation. Ce n'est pas certain, parce que là encore, en physique, on ne parle pas de certitude, n'est-ce pas? On ne parle que de probabilité ou du caractère plus ou moins raisonnable de certaines hypothèses, mais cette inflation fait aujourd'hui partie, pourrait-on dire, du modèle standard de la cosmologie. Autrement dit, elle est extrêmement probable et il est délicat de rendre compte des observables connus quant à l'état actuel de l'univers sans cette phase d'augmentation considérable des distances juste après le Big Bang. Donc cette inflation, nous en avons beaucoup d'indices, elle est bien comprise du point de vue théorique et elle a des conséquences extrêmement salvatrices, en quelque sorte, du point de vue expérimental. Elle fait donc partie de notre modèle admis, temporairement sans doute, mais en tous les cas actuellement admis, de l'évolution cosmologique. Et là ça change tout. Pourquoi? Parce que si je continue à remonter dans le passé, eh bien il n'y a plus de rayonnement, il n'y a plus de matière. Il n'y a qu'un contenu de l'univers un peu étrange, que les chercheurs appellent un champ scalaire, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que quand je remonte dans le temps, pendant cette période d'inflation, ce champ scalaire, lui, ne voit pas sa densité varier. Il reste constant.
C'est un peu contre-intuitif ça, hein, parce que quand vous remontez dans le temps, l'univers devient de plus en plus petit, mais étonnamment, en dépit de cette contraction, la densité n'augmente pas. Ça, c'est quelque chose qui est très bien compris, eu égard à ce qu'on nomme l'équation d'état du champ scalaire. Donc je continue le petit jeu, n'est-ce pas? Rappelez-vous, je remonte dans le temps, le rayonnement croît très vite, la matière croît un peu moins vite, et puis j'arrive à un certain point à cette phase d'inflation, et quand je continue à remonter dans le passé, eh bien d'un seul coup, plus rien ne croît. La totalité du contenu de l'univers, sous forme objectale en quelque sorte, à savoir ce champ scalaire, acquiert une densité constante. Mais la courbure, elle, continue d'exister. Et donc, quand je remonte dans le passé pendant cette phase inflationnaire, la densité de courbure, elle continue de croître doucement, certes, comme l'inverse de la puissance 2 seulement. Mais aussi doucement cela soit-il, elle continue de croître. Vient donc nécessairement un moment, si l'inflation dure suffisamment longtemps, où la courbure va finir par dominer. Donc vous voyez l'évolution cosmologique. Quand je remonte dans le temps, la courbure est de moins en moins importante relativement à la matière et au rayonnement, jusqu'à ce que l'inflation commence. Et quand l'inflation commence, n'oubliez pas, je pense là à temps décroissant, je suis un historien, je remonte l'histoire du cosmos, n'est-ce pas? Et bien à ce moment-là, comme la courbure continue de croître et que le reste est à densité constante, vient un moment où la courbure se met à dominer. Mais quand la courbure domine, alors, on peut résoudre dans le cadre du fond inflationnaire, les équations du mouvement, ce qu'on appelle les équations de Friedmann. La solution est triviale, hein, elle est bien connue depuis longtemps, c'est pas du tout moi qui ai inventé ça, c'est des calculs élémentaires. C'est un cosinus hyperbolique. Et un cosinus hyperbolique, c'est une fonction régulière. Et c'est ça qui est intéressant dans ce modèle. C'est que quand vous conjuguez la courbure positive avec cette phase inflationnaire, il n'y a plus, littéralement parlant, de Big Bang. En tous les cas, il n'y a plus de singularité primordiale, et l'univers naît en quelque sorte dans un rebond. Parce qu'un cosinus hyperbolique, ça veut dire que vous rapetissez puis vous grandissez à nouveau. Et donc la taille de l'univers se remet à croître. Et donc, si maintenant je pense avec le temps qui augmente, et non plus le temps qui décroît, donc je repasse en quelque sorte le film dans le futur, si vous voulez, j'ai une phase de contraction, j'ai un rebond, et ensuite l'inflation et la phase d'univers contemporaine. Donc la nouveauté en quelque sorte, c'est que si je tiens compte de cette courbure possiblement mesurée par le satellite Planck, tel qu'analysé par le groupe de Joe Silk, alors l'origine de l'univers n'est plus une singularité, c'est-à-dire en quelque sorte une cessation de prédiction des théories mathématiques parce que les grandeurs physiques deviennent infinies, mais au contraire, l'évolution de l'univers est parfaitement régulière, ce qui est bien sûr souhaitable du point de vue mathématique, et se caractérise par l'existence de ce rebond. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que je montre que ça fixe la durée de l'inflation à une valeur qui est bien déterminée, alors que dans le cadre de la cosmologie standard, nous n'avons qu'une limite inférieure, ça peut valoir n'importe quoi au-delà d'une certaine borne, et que ça fixe également la température à la fin de l'inflation, si vous voulez, l'échelle d'énergie de l'inflation, c'est à peu près pareil, qui est là encore extrêmement peu contrainte dans le modèle standard de la cosmologie. Donc ça régularise en quelque sorte l'histoire de l'univers et ça permet de connaître les deux grandeurs fondamentales que sont la durée de l'inflation et la température de fin d'inflation. Cerise sur le gâteau, on peut montrer que compte tenu de ces valeurs, dont les chiffres numériques ne vous intéressent sans doute pas, il serait peut-être possible dans le futur de déceler observationnellement des traces de ce rebond parce que l'inflation dure suffisamment peu, si vous voulez, pour que les empreintes de cette phase particulière de l'univers jeune soit encore observable aujourd'hui sans être devenue plus grande que la taille de l'univers observable. Bon, je trouve que c'est assez intéressant, même si finalement ça se contente en quelque sorte de rassembler des éléments épars qui étaient déjà relativement connus, mais il y a bien sûr des faiblesses, ça serait trop simple. Alors les faiblesses, c'est quoi? C'est la probabilité. C'est que si maintenant je passe le film en avant, et que je regarde cet univers qui est en train de se contracter là, avec son champ scalaire, qui est le contenu que l'on croit réel à l'époque, eh bien, la probabilité, la chance, si vous voulez, que le champ scalaire soit dans un état qui va induire le fameux rebond de courbure que j'évoquais est extrêmement faible. Bon. Et ça, je crois que c'est philosophiquement intéressant. Parce que ce que ça dit, si vous voulez, c'est que je crois qu'en science, il faut distinguer la question de l'archéologue, qui est que fut notre origine, celle à laquelle je tente de répondre, enfin, je tente de répondre.
J'apporte une vision parmi 1000 autres, hein. C'est certainement pas une réponse définitive, il n'y a aucun doute là-dessus, mais voilà, c'est une hypothèse de plus, on va dire. Ça, c'est la question de l'archéologue qui m'intéresse ici. Il y a une autre question, qui n'est pas que fut notre passé, mais qui est pourquoi notre passé fut-il ainsi? Une question passionnante aussi. En histoire, c'est très difficile de répondre à cette question. À mon sens, ce n'est même pas d'ailleurs l'enjeu de l'histoire. Essayer de comprendre l'origine de la guerre de 14, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais elle a lieu. Quelle est la probabilité que quelqu'un, je ne sais pas moi, un gérant dans un marché en Chine, un fruit sur lequel peut-être a déféqué un pangolin ou une chauve-souris, plonge la totalité de l'économie mondiale dans une récession sans précédent? Elle était quasi nulle, cette probabilité. Pourtant, ça a eu lieu. Donc le fait que la probabilité a priori d'un événement soit très petite ne signifie évidemment pas que cet événement n'aura pas lieu. Parce que c'est très dépendant, si vous voulez, de la manière dont vous quantifiez ce qu'on appelle le prior, l'a priori, dans une analyse de type bayésienne. Voilà. Donc moi je crois qu'on ne peut pas exclure cette idée simplement sur le fondement qu'elle semble improbable. D'accord? Parce que la probabilité d'une chose ne signifie pas dans un continuum que, si vous voulez, je vais le dire autrement, tout ce qui a lieu est improbable en réalité. Et pourtant ça a lieu. Voilà. On a une infinité de mondes, de bifurcations possibles de l'avenir du monde, et puis il y en a une seule qui se déroule. Bon, la probabilité qu'une comète un jour soit peut-être entrée en collision avec la Terre et donné lieu à la Lune est extrêmement faible. Et pourtant, ça a eu lieu. Donc c'est pas parce que la probabilité est petite que le scénario doit être exclu. Mais ça ouvre des questions intéressantes, et je montre aussi dans ce petit article que ça pourrait nous permettre de sélectionner des choses un peu techniques, ce qu'on appelle la forme du potentiel d'inflaton, et donc d'aller au-delà simplement, si vous voulez, d'une révision en quelque sorte du grand récit. Donc voilà un peu ce dont je voulais vous parler, à la fois parce que je trouve que ça ouvre une perspective potentiellement amusante en cosmologie, peut-être ça permet de comprendre un peu ce qu'est la courbure, et ça permet aussi de comprendre un peu le fonctionnement de la pensée scientifique, qui n'est évidemment pas une révélation de la vérité, mais qui la plupart du temps est plutôt une déconstruction, une manière de jouer avec l'incertitude et de tenter de faire preuve constamment d'humilité. Merci.